C'est un grand plaisir pour nous de travailler à la pérennisation de l'installation du festival et à créer des liens aussi plus organiques avec l'université, nos formations, nos étudiants, nos étudiantes et tous et toutes les collègues qui sont concernés par les utopies, le réel, le festival, le cinéma et tout ce qui va avec. Alors sans trop perdre de temps, encore une fois merci beaucoup. Moi j'aurais une première impression vraiment de naïf. Hein. J'ai aucune compétence technique, cinématographique, à peine sociologique, dixit mon épouse. Mais je vais quand même te demander, Jean-Baptiste, moi j'ai été saisi par l'expérience sensible qui sort de ce film, les bruits, les sons, les craquements, cette caméra qui semble parfois impuissante devant l'obscurité, devant le brouillard. Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu est-ce que je me trompe et comment toi tu as abordé tout ça? Merci en tout cas. Effectivement, le cinéma que je cherche à faire, il est plus question d'être... c'est pas forcément une approche qui est didactique ou qui décrit de manière claire l'endroit ou le sujet quoi, que je cherche à filmer, mais c'est plutôt d'essayer d'être dans l'immersion et à travers la sensation. Quoi, voilà. D'autre part, les sujets que je choisis, en général, les gens que je choisis de filmer, c'est des gens qui me sont assez proches. Et je vis avec eux en même temps que je filme, quoi, on va dire. Quoi. L'idée, c'est de pas séparer la vie du cinéma, quoi, quelque part. Et ensuite, les gens que je choisis de filmer, c'est souvent des gens qui répondent, qui incarnent des questions que je me pose dans mon rapport à la vie sur le moment, quoi. Voilà. Après, c'est des histoires de rencontres et tout ça. Et je sais pas, il en résulte ça à la fin, quoi. Moi, ce qui m'intéressait, peut-être, effectivement, c'était de montrer ce que ça peut être. Parfois, peut-être, on idéalise des modes de vie, essayer de trouver un peu des portes de sortie, je sais pas trop. Bon, ça, c'est un exemple de vie, voilà, où il y a cette recherche-là, en tout cas. Et, et qu'est-ce que ça peut être ce temps paysan, quoi, un peu, ce temps quand on vit au plus proche, quoi, du reste du vivant, quoi, on va dire. Et au rythme du reste du vivant, voilà, au rythme des saisons. C'était ça qui m'intéressait. Il y a combien de caméras? Parce qu'à un moment, j'ai cru détecter un champ contre champ, avec le chat dans les bras. Et c'est peut-être la seule fois où je l'ai vu. Et donc, ça m'a posé la question, quel était le dispositif pour capter tout ça? En fait, il y a une seule caméra, c'est que je suis tout seul avec eux quand je filme. Ensuite, effectivement, c'est du documentaire, mais enfin, on appelle ça du cinéma documentaire, mais en tout cas, c'est du cinéma du réel, dans le sens où il n'y a rien qui est mis en scène. Par contre, ensuite, le montage, c'est toujours quelque part de la mise en scène, et dans les procédés du cinéma documentaire, il peut y avoir des procédés comme le chant contre chant, qui est un peu l'un des procédés les plus classiques, quoi, les plus reconnus du cinéma de fiction, qui peuvent être utilisés, quoi. Et c'est vrai que moi, j'aime bien un peu travailler à cette frontière-là, quoi, qui est en partant du réel, essayer presque que les personnes qui sont filmées deviennent des personnages et que le film devienne presque une fiction ou peut-être une allégorie ou peut-être une utopie, un peu pour reprendre l'intitulé du festival ici. C'est-à-dire qu'on construit un film à partir de la réalité, mais on choisit de garder que certaines choses, à la fois quand on définit le cadre qu'on fait, mais aussi après par le montage, quoi. Et donc, peut-être que ce qu'on choisit de garder, c'est peut-être l'utopie de ce qu'on peut vivre dans le réel. Et ce que j'enlève, c'est peut-être le truc qui permet, je sais pas comment dire, l'utopie par définition, c'est quelque chose qui a plus à voir avec de l'ordre de la fiction, quoi. C'est toujours quelque chose qui est à venir, quoi. Et peut-être que le cinéma, ça permet de le concrétiser, quoi, un peu comme un rêve, un peu comme un... Voilà, et c'est un peu pour ça aussi, peut-être que j'ai appelé le film comme ça, L'âge d'or, pour essayer de dire que c'est un temps qui est toujours à venir, voilà. Je sais pas trop. Merci. Je vais peut-être me tourner vers Constance pour continuer sur cette... alors tu connais bien ces espaces, en fait, des marges ruraux. Hein. Tu es notamment l'autrice de Féministes des champs, ouvrage que vous avez pu voir sur la table de la librairie éphémère qui nous accompagne pendant le festival. Quand quand on est dans une approche du terrain qui est plus peut-être scientifique, sociologique, est-ce que cette question de la sensibilité, elle se pose aussi?
Merci pour cette question et merci beaucoup aussi à l'équipe pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici et d'avoir découvert l'âge d'or. Oui, cette question du sensible, elle se pose évidemment parce qu'elle est omniprésente. Là, on a été immergé pendant 1 heure et demie environ dans des plans sensibles, mais quand je vais enquêter, je suis aussi au quotidien avec les personnes. De la même manière, je vis avec et le sensible est omniprésent dans tous les gestes du quotidien, dans ce qui nous entoure. Et ça, j'essaye de le retranscrire aussi, notamment comme je fais de l'ethnographie, en le faisant sentir dans l'écriture. Donc ça peut aussi apparaître effectivement cette question du sensible. Après, il y a beaucoup de choses qui faisaient écho dans ce film avec ce que j'ai pu observer aussi dans différents lieux féministes ruraux que j'ai observé ces dernières années, notamment cette question de la saisonnalité que tu as mis en avant même dans le chapitrage du film, qui est là aussi très très importante pour les personnes. Ça scande l'année, il y a des rituels autour des saisons, on vit vraiment au rythme des différents travaux associés aux saisons, mais aussi les journées qui rétrécissent. Donc cette saisonnalité, il y a aussi toute la question du travail avec d'autres. J'ai vu dans le film des plans où on voit les amis qui arrivent, qui viennent aider dans les travaux des champs, qui viennent participer à la fabrication du fromage. Et donc ça aussi, parfois on voit un peu ces modes de vie en marge comme étant une quête d'autosuffisance ou des modes de vie qui seraient coupés peut-être du reste du monde, alors que bien souvent, c'est aussi des personnes qui vivent près d'autres personnes et très en lien, avec aussi des liens d'amitié, des liens d'entraide qui sont aussi très importants. Oui, merci, mais c'était la deuxième partie de la question que je voulais poser tout de suite, c'était celle du travail qui est omniprésent dans le documentaire. Et je crois qu'elle est un peu liée à la question du temps aussi. C'est-à-dire qu'on a choisi aussi ce film parce que cette inscription dans ce temps très spécifique qu'on voit se dérouler, c'est aussi d'une certaine manière une forme de résistance au temps tel qu'il est optimisé, accéléré, mis en flux systématique dans le mode de production capitaliste, pour parler un peu rapidement. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'impression au début que le temps est suspendu, on voit un réveil arrêté, on devine une horloge sans main, mais pas du tout. C'est-à-dire que ce temps, il est extrêmement organisé. Le temps des saisons, bien sûr, le temps des journées aussi. Comment est-ce qu'on filme le temps ? C'est vrai que suivant le sujet qu'on choisit de filmer, il y a une espèce d'adaptation à la manière d'être des personnes. Et là, c'est un mode de vie qui est assez... qui suit les saisons, effectivement, qui est un peu statique et tout ça. Donc il y avait un truc de faire peut-être un peu des plans longs et de laisser... cette épaisseur-là, quelque part, c'est le ressenti qu'on peut en avoir, Quelque chose qui est aussi lié à cette vie sans électricité, où il s'agit, le soir, pendant les veillées, on ne peut pas trop écouter de la musique ou regarder la télé, alors il faut se faire soi-même sa musique, quelque part, un peu comme ils font eux-mêmes leur vin, Il y a un truc un peu, pour rebondir, de réappropriation des savoir-faire dont on a été un peu coupé, et prolétarisé ce dernier siècle, et il y a une espèce c'est ce rapport à ça, je dirais, Ensuite, plus concrètement, moi, comme c'est un endroit, au moment où j'ai tourné ce film, j'habitais juste à côté, et du coup il y avait un truc où j'y allais au moins une semaine par mois chez eux, et suivre un peu, à la fois vivre pour les aider dans leurs tâches, et en même temps pour les filmer, voilà. Donc, Et au final, il t'a fallu combien de temps pour le temps d'immersion, de captation, ça s'étend sur ces 5 saisons-là ou ça déborde un peu ? Ça déborde. J'avais commencé, globalement, effectivement, tout est tourné entre l'automne 2017 et l'automne 2018, mais j'avais filmé un petit peu avant, et c'est des gens que j'ai rencontrés en 2014, 2015, donc voilà, le projet, après, le temps qu'ils se mettent en route, et que je sois prêt à filmer, ça met un peu de temps. Voilà. S'il y a bien un temps qui aujourd'hui est mis en coupe réglée, c'est le temps de la recherche.
On dépose des projets, on répond à des appels, on doit avoir des rapports intermédiaires déjà prêts quand le projet est à peine accepté. C'est absolument infernal. Avec des terrains comme les tiens, Constance, est-ce que toi, tu envies ce temps-là, ce temps long de la réalisation, ou au final, est-ce que c'est aussi un temps qui est nécessaire à ta pratique de la recherche ? Oui, et c'est une excellente question parce qu'effectivement, on vit avec ça, les chercheurs, au quotidien, cette accélération où on nous demande de faire des recherches, de produire plus vite aussi des résultats. Parfois, il y a même des appels à projets où il faut presque avoir déjà l'idée de ce qu'on va trouver. Et effectivement, c'est un luxe, le temps. Et je trouve que ce film le montre aussi très bien, que c'est un vrai luxe d'avoir du temps, de pouvoir laisser, effectivement, comme tu le disais, une épaisseur, laisser du... Et ça, dans la recherche, la chance que j'ai eue, c'est que l'enquête féministe d'échange, je l'ai effectuée pendant ma thèse. Donc j'ai eu plusieurs années pour la réaliser, ce qui m'a laissé aussi le temps, justement, d'aller vivre sur place, de me perdre. Ce qui compte aussi dans la recherche, de pouvoir se perdre, ensuite trouver un autre fil, de pas toujours savoir tout de suite où on va aller. Donc effectivement, c'est aussi un sujet dans la recherche. Et ce film, c'est vrai que ça m'a beaucoup, moi aussi, frappé l'aspect du temps. Et j'avais en tête aussi les travaux d'un philosophe et sociologue allemand, Hartmut Rosa, qui a montré comment dans nos sociétés, finalement, on gagne du temps avec des innovations technologiques il y a des technologies qui nous font gagner du temps, mais qui, par ailleurs, nous en font perdre. C'est-à-dire qu'à force d'être dans des formes d'accumulation, de croissance, de recherche de toujours plus. Il faut par exemple produire plus, et ça vaut aussi pour la recherche, où on est dans une course aux articles, aux communications. Mais c'est aussi le cas dans beaucoup d'autres domaines. Et finalement, même avec du coup des progrès techniques, on se retrouve à manquer de temps. Et c'est tout le paradoxe ou un des paradoxes du monde actuel. Et je trouve que ce film, de ce point de vue-là, c'est très beau parce qu'on voit le temps effectivement qui peut se déployer et qui permet aussi peut-être de se recentrer sur des choses simples, comme de partager des moments, de vraiment se laisser aussi le temps de vivre. Merci. D'ailleurs, je vais glisser vers la question du travail, parce que cette question du temps et de ce qu'il y a dans ce temps, moi je l'ai senti sur une des premières scènes. On voit donc Soledad, je pense, qui est assise, c'est cadré très serré sur son visage. Et pendant un moment, j'ai trouvé que ce temps était flottant. C'est-à-dire qu'une petite ambiguïté, est-ce que c'est un temps d'ennui, sans jugement de valeur dessus, ou est-ce que c'est un temps de repos ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit peut-être dans un monde dans lequel la distinction entre le loisir, le travail, l'ennui, l'occupation est mise sous coupe, réglée, subordonnée finalement par le fait de devoir se consacrer à à la valorisation du capital. Et le film donne aussi des ambiguïtés, parce que, donc là je vais rebondir sur Constance, mais on va revenir vers toi très vite. Moi, en tant que sociologue, j'ai vu le travail partout. J'ai vu des outils, j'ai vu des techniques, j'ai vu des gestes, j'ai vu de la dépense d'énergie. Alors qu'est-ce que tu as vu, toi, sur ce dispositif technique, sur cette activité, sur la place du travail dans cette vie ? Déjà, on voit que le travail n'est pas scindé de la vie. C'est un tout, en fait. C'est un lieu qui est à la fois le lieu de vie et de travail. Les deux se mêlent, ce qui est frappant par rapport à d'autres situations, par exemple avec le monde salarié, où il y a une plus grande distinction entre les temps de loisirs, les temps vécus et les temps productifs. Là, les deux sont mêlés. Il y a une création qui est la création de vie et la création de ce vin, avec tous les actes qui y mènent. Ce que je disais aussi précédemment sur le travail qui ne se fait pas seul, qui est aussi partagé. Alors, ce qui m'a aussi frappé, là, en le voyant, c'était le contraste avec ce qu'on voyait dans le film précédent, et notamment, par exemple, par rapport à la gestion des ressources, où il y a 2 plans, il me semble, au moins, où on les voit aller puiser, peut-être même plus, l'eau dans des bidons et les répartir vraiment avec parcimonie dans leurs vignes, ce qui fait partie de leur travail aussi, cet usage très raisonné, très pensé de l'eau, de ce respect pour cette ressource par rapport à ce qu'on pouvait voir aussi avec les projets pharaoniques dans des bassines dans le documentaire précédent. Donc voilà, ça m'évoquait aussi cette question
on pourrait penser aussi à tout ce qui est de l'ordre de la pensée aussi, de comment c'est planifié, les différents gestes qu'il faut faire aux différents temps de l'année. On voit par exemple des gestes techniques, la taille, d'aller à un moment traiter les vignes. Je ne sais pas exactement ce qu'il met, mais du soufre. On le voit qui met du soufre en réaction justement aussi aux conditions climatiques, à la menace du mildiou, etc. Donc c'est tout ce travail-là aussi qui est peut-être plus invisible parfois que l'usage des outils. C'est aussi de réfléchir, de penser à quoi faire, à quel moment, avoir la temporalité en tête. Ça, c'est très important aussi dans le travail agricole. Merci. Jean-Baptiste, cette place du travail, c'est un choix de l'avoir montré? Il s'est imposé? Comment ça s'est fait? En tout cas, ce qui m'intéressait, moi, c'était de filmer des gestes qui sont là depuis très longtemps, quoi. Et comment dire, voilà, c'est aussi un paysage, quoi. C'est le pourtour méditerranéen et ce rapport à la vigne. C'est pour ça qu'il y a un texte, une petite citation au début qui est extraite du Cantique des Cantiques, quoi. C'est un peu c'est un peu d'où vient notre civilisation, quoi. Enfin, moi, en tout cas, en habitant là-bas. Et ce qui m'intéressait là, à cet endroit, c'était de pouvoir filmer des gens qui filmaient presque, en tout cas avec des gestes, quoi, qui vivaient avec des gestes qui pouvaient peut-être être les mêmes que des personnes il y a 2000 ans, ou il y a plus que ça même. Et que souvent, c'est des gestes que les 50 dernières années, voire un peu plus dorénavant, on nous a dit qu'ils allaient disparaître, qui ne allaient pas avec le mode de vie humain, quoi. Et au contraire, moi je pense que c'est des gestes qui vont survivre à la société dans laquelle on vit aujourd'hui, quoi. En tout cas, souvent on a cette sensation que le monde dans lequel on vit, de la manière dont il est organisé aujourd'hui, cette espèce de monde un peu capitaliste, industriel, technologique, là, il n'y a pas d'autre manière de vivre, alors que c'est très réduit dans l'histoire de l'humanité, cette manière de vivre là, voilà. Et moi, ce qui m'intéressait, du coup, en les filmant, et en filmant ces gestes-là et cette manière de travailler là, c'était ça, quoi. C'était de montrer des gestes des gens qui perpétuent ce savoir-faire, quoi, quelque part, ou qui essayent de se le réapproprier. En tout cas, qui entraînent, qui entretiennent le foyer, quoi, ou les braises, quoi, avant, pour pas que le feu s'éteigne, quoi. Voilà. Faut faire super gaffe parce que bientôt le feu va s'éteindre. Mais héritage, perpétuation, entretenir, c'est quand même des termes compliqués. Constance, dans tes travaux, tu le montres, hein, l'importance fondamentale aussi dans une approche féministe, un peu subversive, de transmettre le savoir-faire technique, les gestes. Alors là, c'est une question, Jean-Baptiste, tu sais peut-être mieux, mais peut-être que Constance, toi, tu as vu des filaments, des indices. Mais d'où viennent en fait ces savoir-faire? Comment est-ce qu'ils les ont acquis? Qui les transmet? Est-ce que c'est des choses qui s'observent ou qui peuvent se capter? En tout cas, moi, je peux parler de mon expérience, mais je les ai pas rencontrés quand ils ne savaient pas les faire. Mais en tout cas, c'est eux qui me les ont transmis. Donc, je sais pas trop, puisque à part faire des films, en même temps que j'ai fait le film, j'ai appris à faire le vin, quoi. Et donc, en tout cas, il y a eu une transmission qui s'est faite comme ça. Et également. Beaucoup de gens qui sont autour de moi, beaucoup de gens qu'on voit dans le film qui dorénavant font du vin, peut-être de manière un peu plus productive que Titou maintenant qui est seul, mais je sais pas trop. Ouais, c'est Titou, je pense qu'il est arrivé à un moment donné, il a travaillé dans la vigne à un moment où ça existait encore de tailler à la main, où il n'y avait pas encore les sécateurs électriques, tout ça. Et cette manière de faire là, après, c'est un peu de l'empirisme aussi, quoi. Et puis, il y a des gens aussi, pas forcément dans cette région-là au départ, mais dans d'autres endroits en France qui ont gardé un savoir-faire de cultiver la vigne et de faire le vin de manière traditionnelle, quoi. Même contre vents et marées pendant la fin de la deuxième moitié du XXe siècle. Et c'est comme ça que sûrement des gens comme Titou Soledad ont pu se réapproprier ces gestes-là, quoi. Voilà. Oui, Constance ? Oui, alors moi je ne connais pas forcément les personnes qu'on a vues à l'écran, mais c'est vrai que ce que je voyais dans d'autres lieux, il peut y avoir de l'auto-formation, des personnes qui se renseignent de plein de manières, notamment dans des ouvrages, en faisant des recherches. Beaucoup de personnes passent par le woofing aussi, pour pouvoir
acquérir une expérience et apprendre, donc d'aller donner un coup de main dans des fermes et dans des lieux pour apprendre notamment des gestes. Après, c'est vrai qu'en tant que sociologue, je me suis demandé aussi en regardant le film d'où venaient leurs connaissances, parce que je me suis demandé si ça pouvait être aussi un héritage familial, puisqu'on est dans la région de Corbière, qu'il y a peut-être aussi, on sait que dans la vigne, il y a aussi des transmissions familiales, donc je me suis aussi posé cette question. Après, on voit aussi que ça peut aussi passer par les pairs, finalement, en faisant ensemble, et ça, c'est beaucoup ce que j'observais aussi dans mes propres lieux de recherche, avec des moments de travail partagés, qui finalement conduisent aussi à acquérir des compétences et des connaissances. Et après, ça se fait par l'assemblage de tout ça. J'avais peut-être quelque chose qui reboucle un peu sur la question du paysage, de l'expérience sensible, et aussi sur celle de l'organisation du travail. C'est la question du paysage, de ces marges, de ce pays en fait qu'on observe. Déjà, il y a des moments qui étaient flagrants quand on a des vues depuis leurs vignes, où on voit les vallons, on voit des petits bouts de vignes derrière, on voit des bosquets, des bois. En fait, c'est l'exact opposé de la plaine Monsanto dominée par le maïs, avec ses carrés, ses bassines, ses champs. Et je me suis un peu interrogé quand même sur toutes les ambiguïtés, les contradictions de cet espace. Et notamment, j'ai été assez saisi par la scène où il est face aux éoliennes, et par le bruit des éoliennes, et par leur présence. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette scène ? Aujourd'hui, chaque zone rurale française, et même partout ailleurs, mais en tout cas, pour la technocratie, est une ressource possible en énergie, quoi. Et c'est plus, je pense que les technocrates ne voient plus de paysage, mais un endroit, des ressources en énergie possibles, quoi. Bon, les Corbières, c'est un pays qui est très pauvre, qui qui justement, du coup, pour des gens qui veulent vivre un peu à l'écart, il y a ça offre peut-être des possibilités parce que l'accès à la terre est peut-être plus facile que dans d'autres endroits, que c'est des endroits peut-être un peu, effectivement, traditionnellement, les endroits de montagne ou les endroits vallonnés. Et là, en plus, on est presque dans un quasi-désert. D'ailleurs, on est dorénavant dans un désert, puisque tout ce qu'on voit dans le film, vous êtes au courant des incendies qu'il y a eu dans les Corbières cet été. Bon, ben, Titou, il reste plus que sa maison, quoi. Et l'olivier. Du coup, c'est dorénavant un désert. Mais bon, je m'égare un peu. Mais en tout cas, c'est cette espèce de contradiction où lui et eux vivent sous les éoliennes sans électricité, quoi. Et c'est cette espèce de contradiction-là qui m'intéressait, avec une espèce d'impuissance qui est ce jet de cailloux là, qui fait envers les éoliennes. Bon, voilà, c'est un peu le rapport qu'on a aujourd'hui à cette espèce de machine, à cette espèce de machine technologique, quoi. Enfin, je sais pas trop comment dire, techno-industrielle, voilà. Ensuite, c'est pas parce que c'est un paysage qui est vallonné qu'il n'a pas non plus été sinistré, quoi, dans la réorganisation agricole d'après-guerre, quoi. C'est-à-dire que si aujourd'hui ces grands incendies arrivent, c'est aussi parce que l'agriculture qui était sur un modèle vivrier, quoi, c'est-à-dire culture de céréales dans la plaine, vignes sur les coteaux et sur les plateaux, le pastoralisme, quoi, avec les moutons et tout ça, ben, ça a complètement disparu. Le Languedoc-Roussillon, quoi, ça a été juste à partir des années 50, on fait juste de la vigne, quoi. Et du coup, on fait de la vigne dans la plaine, aux endroits où les terres sont les plus fertiles, alors que c'est peut-être là où il faut faire des céréales. Et les vignes des coteaux, celles que travaillent Titou et Soledad, ont été abandonnées, à part quelques... je sais plus l'expression extraterrestre qu'employait Tony dans le film précédent. Et voilà, quoi. Enfin, je veux dire, c'est aussi, malgré tout, même si c'est des zones qui sont peut-être un peu plus refuges, quoi, entre guillemets, c'est quand même des zones qui sont sinistrées par l'agriculture industrielle, quoi. Voilà. Je sais pas si je me suis un peu perdu sur la question. Bien, merci, mais oui, effectivement, cette ambiguïté, cette ambivalence de l'espace, peut-être pour terminer la table ronde, avant de donner la parole à la salle, Constance, sur cette importance, alors comment dire, de l'environnement, du territoire, du paysage. Est-ce que c'est des catégories importantes pour comprendre aussi la façon dont des collectifs ou des individus vont inventer des choses nouvelles dans les marges ?
Oui, tout à fait, parce que justement, ces individus ou ces collectifs, ils ne construisent pas dans des espaces hors sol, ils construisent dans leur projet de vie et leur projet de lutte, d'engagement dans des endroits spécifiques, donc avec une certaine végétation, un certain type de paysage, effectivement, qui peuvent être sinistrés, qui peuvent être préservés, qui peuvent être tout l'entre-deux, entre les deux, qui ont des enjeux spécifiques. Il y avait tout à l'heure, par exemple, une question sur comment trouver quelles sont aussi les luttes locales, et donc c'est toujours dans des territoires bien précis. Donc toutes ces catégories, elles importent effectivement pour qualifier à la fois dans quel est le milieu de vie et quels sont ses enjeux et ce qu'il faut préserver, ce qu'il est possible de faire aussi, par exemple le choix des cultures. Donc tout ça, bien sûr, importe beaucoup. Merci. Peut-être donner la parole à la salle ? Oui, merci beaucoup. C'est vraiment passionnant et le contraste entre les deux films est vraiment très instructif. Moi, j'ai une question concernant peut-être un peu le hors-champ et aussi cette question de transmission. Dans le film, il me semble qu'on ne voit que ce qu'on peut qualifier de néo-ruraux, apparemment en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui vivent autour ? Est-ce qu'ils ont appris aussi de paysans qui continuent à cultiver la vigne ? Est-ce qu'il y a des gens vieux, par exemple, ou des vieux paysans qui sont juste restés ? Donc le hors-champ, il est à la fois ailleurs, mais aussi avant que Titou ait sa maison. Il y avait qui dans la maison et comment est-ce qu'il... Enfin, les questions un peu comme ça. Merci beaucoup. Juste pour savoir, c'est quoi qui vous fait dire que ce sont des néo-ruraux ? C'est une catégorie qui n'est pas du tout homogène, donc je mets toujours des guillemets. Mais c'est des gens qui ont l'air d'être revenus, de ne pas avoir vécu là depuis leur enfance. Même s'ils sont originaires, peut-être qu'ils ont hérité la terre, mais ils ont l'air d'avoir vécu autre chose ailleurs et d'être revenus. Donc c'est un peu comme ça que je l'entends, mais je peux me tromper, effectivement. C'est le cas de Titou, hein, il a grandi là et il est parti ailleurs et est revenu. Du coup, c'est un peu... Je ne sais pas si on peut dire que c'est un néo-rural, quoi. Et Soledad, par contre, a toujours vécu dans cette région, quoi. Voilà. Simplement, peut-être que ce qui était... Et effectivement, cette bergerie et les vignes, c'est un héritage qu'il a, Titou. Mais c'était quelque chose, voilà, comme je dis, des vignes qui ne représentent plus une énorme valeur au niveau agricole aujourd'hui, quoi. Et aussi, c'était pas l'activité principale de ses parents. Du coup, il y a sûrement un enjeu qui est moindre économique, quoi. Il n'est pas contraint dans un enjeu économique par rapport à des familles viticultrices classiques, quoi, qui ont été pris dans un engrenage un peu similaire à ceux dont on parlait pour les agriculteurs du film précédent, quoi, et qui peuvent peut-être moins se permettre une expérimentation dans le mode de vie, quoi. Et d'ailleurs, c'est intéressant du coup de voir que souvent, nous, réalisateurs, réalisatrices, on va filmer plutôt les gens qui... ouais, peut-être que moi, j'aimerais bien peut-être aller filmer les gens de la FNSEA maintenant, peut-être. Mais non, mais c'est vrai, hein, parce que je veux dire, du coup, souvent, ils sont diabolisés, alors que, même si on en a parlé dans le débat précédent, ils peuvent être dans une souffrance et contraints. Ils sont voilà, dans des choses qui sont un peu contre nature. Peut-être des fois, ils ferment les yeux dessus. Voilà, je sais pas, c'est vachement... Et ce sont aussi des gens d'ici, d'une certaine manière. Les gens qu'on voit dans le film ou les gens... Les gens, ceux qui parleraient au nom de la FNSEA dans ces territoires agricoles peuvent aussi jouer sur cette carte-là. C'est vrai que moi aussi, j'ai beaucoup hésité sur savoir si c'était des néo-ruraux ou pas, parce qu'à un moment, il dit « si on m'avait dit il y a 15 ans que j'en serais là », il y a aussi la place de la musique classique, qui est quand même une musique savante, hein, qui fait douter, parce qu'on l'associe plutôt... Ouais. Ça, pardon, je coupe. Mais ça, c'est lié au fait que dans les zones blanches, on va dire, d'émissions, quoi, la seule radio qui passe, c'est France Musique, quoi. C'est comme ça qu'on apprend à aimer la musique classique, d'ailleurs. Constance, toi, avec ton regard de sociologue, t'aurais mis ton argent sur néo-ruraux ou sur enracinés ? Moi, je m'étais gouré, hein, je le dis. J'aurais peut-être pensé néo-ruraux aussi, mais sans savoir, effectivement, sans les éléments, on peut pas
peut pas savoir, mais je l'aurais peut-être pensé aussi. Et peut-être parce qu'il y a cette scène aussi de dégustation où on voit tout ce réseau et ça fait beaucoup de jeunes. Alors certes, ils se rassemblent, peut-être qu'il y en a qui viennent de loin pour l'occasion, mais je me suis demandé si, d'ailleurs c'était une des questions que je me posais, je me demandais quel était un peu leur environnement social, est-ce qu'il y avait d'autres personnes localement qui adoptent des modes de vie proches, alors pas forcément en travaillant la vigne, peut-être aussi dans du maraîchage, mais d'autres formes de vie très sobres et décroissante. Donc je me suis demandé s'il y en avait d'autres. Et c'est vrai que c'était une de mes questions en voyant leur groupe d'amis aussi. Ouais, ce qui est intéressant, comment dire oui, en tout cas moi quand j'ai commencé le film et à les filmer, c'était bon, donc comme je dis, je pense qu'on s'est rencontrés en 2015 et j'ai filmé en 2017-2018. Et comme je dis, ils m'ont appris à faire le vin en même temps que j'ai fait ce film, quoi. Et j'étais pas le seul. Il y a beaucoup de gens qu'on voit dans le film qui ont aussi appris à faire du vin. Il y a eu une transmission comme ça qui s'est faite aussi dans les Corbières. Il faut savoir, il y a beaucoup de vignes abandonnées parce que c'est un terroir qui n'intéresse plus personne, qui n'a plus de valeur. Du coup, on allait les aider et en échange de ces coups de main-là, au lieu de nous payer, ou parce qu'ils ne peuvent pas, ou en vin, ben, c'était cette transmission de savoir-faire. On a été grappillés, quoi. Et à partir de là, je pense que les premières vendanges qu'on a fait, on était 10 à grappiller, quoi, et à faire un vin comme ça de grappille. Bon, ben, sur les 10, tout le monde fait du vin aujourd'hui. Et certaines se sont installés dans le village en bas, quoi, et d'autres dans d'autres départements d'Occitanie, quoi, on va dire, pour faire large. Et certaines juste pour faire du vin de garage, et d'autres, pour sa propre consommation, on va dire, et d'autres, effectivement, ils se sont installés en tant qu'agriculteurs, agricultrices, quoi, voilà. Donc, je sais pas si je réponds à la question, mais du coup, maintenant, voilà, quelque part, il y a dans le village, en tout cas, il y a des gens qui sont dans cette dynamique-là, alors qu'il y a 10 ans, c'était moins le cas. Et ensuite, Titou, lui, il a grandi dans ce village, du coup, il a des amis ou des relations, mais en tout cas, il connaît tout le monde au village, quoi. C'est l'enfant du pays, quoi. Et du coup, il y a aussi les relations avec. Après, suivant les villages où on habite, le mélange se fait plus ou moins entre voilà, genres de sensibilités différentes, on va dire. Et oui, entre les allers, les retours, les va-et-vient, c'est la phrase culte des sociologues, c'est un peu plus compliqué que ça. Est-ce qu'on avait une deuxième question, oui, qui arrivait ? Oui, mais, merci beaucoup. J'avais une question pour Jean-Baptiste Lazare. Du coup, qui revient aussi sur le début, où c'est un film très sensoriel. Et en effet, moi, c'était plus sur l'ouïe. Donc, à la fois, voilà, c'est un film même musical à plein de moments. Et en même temps, la parole, elle est soit rare, soit inaudible. Et là, je me demandais dans quelle mesure c'était une intentionnalité. Première question, est-ce que c'était parce que la parole dans les marges, elle est inutile, impuissante ou précieuse parce que rare, quoi ? D'un côté, c'est lié à plusieurs choses, je veux dire. Vous avez peut-être vu au générique de fin, mais c'est le 3e film que je fais, c'est une trilogie en fait, et on va dire pour caricaturer un peu dans les marges, on va dire. Et on fait toujours un film contre le précédent, quoi. C'est-à-dire que le précédent, il parlait beaucoup et il assénait beaucoup de vérité. Et j'aimais bien. Mais quand j'ai fait ce film, j'ai plutôt voulu faire un film qui est dans le faire ou dans le vivre, quoi. Et peut-être que la parole, elle devait refléter un peu le doute, quoi, quelque part. Et du coup, le doute, c'est vrai que les moments où ça parle, souvent, c'est souvent des moments où peut-être des fins de soirée ou des trucs comme ça, où déjà la parole est un peu plus inaudible, et c'est peut-être dans ces moments-là où elle se libère, mais en fait, c'est pas évident d'asséner des vérités non plus. Enfin, le fait qu'elle soit marmonnée, c'est peut-être signe d'hésitation et de doute, quoi, je sais pas trop. Et ensuite, du coup, c'est aussi faire un film dans la vie. Enfin, du coup, j'aurais pu peut-être aussi lui faire refaire, mais en fait, j'avais comme point de vue, comme éthique, en tout cas, de rien ne faire rejouer, quoi. Et sur ce film-là et ces films que j'ai fait là, quoi, rien mettre en scène.
Et voilà, après, du coup, c'est un peu comme les flous à l'image, quoi. Pour moi, c'est quelque chose qui va permettre de révéler d'autres choses, quoi. La musicalité, peut-être. Et ouais, peut-être la lumière, le mouvement. Par exemple, quand il n'y a pas le point à l'image, des choses comme ça, quoi. Voilà. Mais ouais, voilà, c'est ça. Ce mode de vie, c'est que en tant que sociologue, ethnologue, anthropologue, on est aussi très attentif au discours. Enfin, sociologue surtout très attentif au discours. Il faut faire parler. Les étudiants sont paniqués à l'idée que les terrains ne parlent pas. Il faut que les gens parlent. Ça les rassure beaucoup. Mais ça, parfois, le silence dit aussi beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut dire qu'un terrain comme ça, qui se présente par cette fenêtre, qu'est le documentaire, qui est sans réflexivité, sans discours critique, sans mise en discours de soi, est-ce qu'on peut dire malgré tout que ce mode de vie serait militant, ou est-ce que c'est pas du tout les bonnes catégories Plus que le terme militant, j'aurais quand même posé le terme de politique. Pour moi, c'est quand même un mode de vie qui est politique, dans le sens où, par exemple, cette scène avec les éoliennes qui nous a tous les deux frappés, visiblement, il y a quand même un décalage qui est majeur, parce qu'on pense toujours à comment aller vers d'autres solutions qui seraient plus propres, qui seraient renouvelables, alors qu'en réalité, il n'y a pas d'énergie vraiment propre, et qu'on pourrait dénoncer aussi tout ce qui ne va pas dans les éoliennes ou d'autres types d'énergie. Là, c'est un choix, et je trouve que ce lancer de cailloux, par exemple, il dit quelque chose. Il y a bien un message derrière. Il n'est pas en train de lui vouloir se passer d'électricité, mais d'estimer qu'il n'y a aucun problème avec la manière dont on la produit. Donc pour moi, c'est un choix qui est politique, et c'est une forme de résistance aussi. Avant, on a vu une résistance contre quelque chose, contre un projet. On peut résister contre des aménagements ou des orientations, par exemple dans l'agriculture, qui nous paraissent défavorables au maintien du vivant, mais on peut aussi résister à bas bruit. Et je pense que là, on est sur une résistance à bas bruit, en montrant aussi qu'il y a bien d'autres modes de vie possibles, des alternatives, d'autres manières de concevoir ce que peut être une vie. Et je trouve que ce passage est intéressant, parce que certes, il marmonne, et on sent que c'est aussi la fin de soirée, avec un peu peut-être ces propos parfois décousus qu'on peut avoir autour d'un verre, mais malgré tout, il y a bien cette idée d'une société où on est toujours dans une recherche de plus spectaculaire, d'autres choses, et eux prennent le contre-pied en choisissant une vie de sobriété, une vie où on accepte aussi des formes de limitation. Donc je trouve que de ce point de vue-là, il y a quand même en fait, même s'il y a peu de mise en discours, il y a quand même beaucoup de choses qui sont exprimées, aussi bien par les choix qui sont faits, mais aussi même dans les propos. Par exemple, sur la société, je crois qu'il parle de société pacifiée, qui est dans une forme de passivité, en fait, et qui, comme la grenouille qui verrait monter la température sans réagir, on voit les problèmes s'accumuler, mais sans réagir, en tout cas pour une partie de la population, et d'une certaine manière choisir d'avoir un mode de vie qui est quand même en rupture avec les normes dominantes. C'est aussi une manière de réagir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir aussi dans d'autres lieux, des personnes qui me disaient qu'elles n'allaient pas forcément juste militer ou avoir des actions politiques ciblées, mais qu'elles voulaient aussi que dès aujourd'hui, leur mode de vie soit aussi plus aligné avec leurs valeurs et ce qu'elles souhaitent porter. Et les deux ne sont pas forcément en opposition, d'ailleurs. Si je peux réagir juste par rapport à ça, c'est que il y a des... ce film, c'est aussi un peu un hors-champ ça peut être un hors-champ du précédent, parce qu'au final, en le revoyant, je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qu'on voit à l'image qui étaient à Sainte-Soline 2, par exemple, quoi. Donc je veux dire, c'est peut-être leur quotidien qu'on voit, et qui peut de certaines personnes, en tout cas, et on n'est pas obligé d'avoir ce quotidien-là pour aller sur des lieux de lutte politique, quoi. Mais en tout cas, voilà. Et le reste du temps, peut-être qu'ils font ça aussi, leur quotidien, c'est peut-être ça, pour certaines d'entre eux, en tout cas. Voilà, c'est ça que je voulais. Merci. Oui, c'est amusant que vous disiez que vous avez fait un film où ça parlait beaucoup d'abord, et puis que c'est celui-là qui vient en second, où vous avez plus axé sur le silence. Parce qu'effectivement, moi, en le voyant, j'ai eu plutôt un sentiment de tonalité, un peu comme un deuxième mouvement dans une musique à 3 mouvements, où on est plutôt sur le mineur. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'à un moment donné, quand il rappe un peu sur de la musique, il dit en do majeur, et vraiment, moi, je me suis dit, j'aurais plutôt pensé mineur. Et je trouve qu'en fait,
il y a une grande tristesse qui se dégage du film avec l'idée que peut-être dans cette temporalité qui évolue, il y a aussi l'âge qui évolue et qu'ils vont devenir plus vulnérables. Et puis se joue aussi dans cette jeunesse le fait de choisir une vie où on se met en couple ou pas, où on est un peu concurrent sur les femmes qui passent et qui partent. Et je me disais, est-ce qu'ils ne sont pas piégés ? Mais est-ce que eux le sont plus que d'autres aujourd'hui ? Mais en tout cas, c'est vrai que aussi souvent, je trouve que j'avais la sensation que pas mal de films qui s'attachent à montrer des alternatives de vie ou agricoles, souvent, effectivement, je trouve que ça, et peut-être d'autres que j'ai pu faire avant, parlaient beaucoup. Souvent, tout va bien, et en fait, c'est super ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Et là, effectivement, j'avais aussi envie de montrer les moments où c'est dur, où ça ne marche pas. Comme quand on le voit au deuxième traitement, il sent que sa récolte, elle va pas être bonne, quoi. Et la réalité de ce que c'est une vie agricole. La réalité aussi agricole de cette manière-là, qui fait que peut-être, en fait, quand la technologie elle est arrivée, il y a pas mal de nos grands-parents et tout ça, ils ont été très contents qu'elle arrive et qu'elle puisse s'installer parce que c'était une possibilité d'autre chose en fait. Bon, on se rend compte après des dégâts que ça a fait au final et que c'était pas si bien que ça, mais voilà, du coup, je veux dire, des fois c'est souvent idéalisé, ah ouais, moi j'ai arrivé, j'ai fait ça et ça marche trop bien. Bah, en fait, c'est quand même super compliqué. Moi, il y a beaucoup de gens que je connais qui sont dans cette logique de décroissance ou d'agriculture un peu plus consciente ou écologique, en gros, pour faire vite, quoi, et qui sont beaucoup en burn-out, comme on dit, ou qui rencontrent des difficultés, parce que de toute manière, comme disait un peu tout pareil les leveurs dans le film précédent, en vrai, c'est cool d'être là, on est là pour la carte postale, mais il n'y a rien qui est soutenu pour ça, et c'est complètement... comment dire, c'est vraiment, ouais, c'est la carte postale, quoi. L'État ne fait rien, il n'y a aucune politique d'aide et de subvention qui est faite pour faire développer cette agriculture-là, quoi. Donc, ouais, il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre du désespoir et qui est aussi lié à ce territoire, qui est un territoire qui est un peu aux avant-postes des changements climatiques, un peu comme ça peut... comme Sibérie et tout ça, mais pour d'autres choses, quoi. Je veux dire, cet été, il y a 16 000 hectares qui ont brûlé. Quelque part, les questions qui se posent de se dire est-ce que j'ai pas planté, pourquoi j'ai pas planté ? En fait, d'un côté, les vignes dont ils s'occupent, c'est les vignes dont plus personne ne veut. C'est presque un accompagnement vers la mort, quoi. Quelque part, c'est du soin palliatif pour ces vignes-là, quoi, quelque part. Et ça fait 15 ans qu'il est là, il se dit, moi j'aurais dû planter, mais en fait, quelque part, l'incendie qu'il y a eu, et là il n'a plus de vignes, lui donne presque raison en fait, de ne pas avoir planté, quoi. Il y a cette espèce de truc qui se joue à cet endroit-là, dans les Corbières, bon, cette personnalité-là aussi, et le vent qui rend un peu lunatique et tout ça, quoi. Mais c'est propre à ce territoire-là, cette noirceur qu'il peut y avoir. Pour moi, il y a les deux, hein, il y a clair-obscur, quoi. Enfin, mais voilà. Les hauts de Hurlevent dans les Corbières. Mais c'est vrai, vous avez employé le mot tristesse, peut-être mélancolie. C'est vrai que quand on fait référence à un âge d'or, et je trouve que la musique et les mises en scène de la fin ont quelque chose de presque souvenir d'enfance, presque nostalgique, presque de quelque chose qui est déjà plus là. Le principe d'un âge d'or, c'est que c'est quand on en sort qu'on se rend compte qu'il a existé. Et le film y met aussi cette ambiguïté. Mais je me demande si quand on est investi dans des projets de lieux alternatifs, en marge, en résistance, est-ce que les acteurs ont tendance à, Constance, je pense peut-être à d'autres terrains, est-ce qu'ils ont tendance à se voiler la face, ou est-ce qu'ils font bonne figure, ou est-ce qu'ils assument les difficultés de ces modes de vie ? Non, je dirais que les difficultés sont assumées. Enfin, elles existent. Après, elles sont à différents niveaux. Il y a toutes les difficultés qu'on vient d'évoquer qui peuvent être liées à l'environnement, au changement climatique, à la dureté aussi du travail. Mais après, dans d'autres lieux, j'ai aussi pu voir des difficultés, par exemple, interpersonnelles, qui peuvent quand même être fréquentes dans les lieux collectifs. Et souvent, c'est plutôt assumé, puisque ça fait même l'objet donc, de discussions, de remises en question. Parfois, les groupes les communautés se reforment aussi ou se scindent. Donc, c'est des choses qui sont, qui sont évoquées, qui sont conscientisées. Après, est-ce que c'est ça qui est mis en avant ?
Pas forcément, mais c'est pas ces personnes-là qui choisissent de pas les mettre en avant. C'est aussi comment on choisit. Par exemple, effectivement, tu viens de le dire, quand on montre dans des films, mais aussi parfois ça peut être des reportages journalistiques, ça peut être aussi des livres qui sortent sur, par exemple, le retour à la Terre, qui parfois mettent plutôt en avant, effectivement, l'espoir que ça pourrait amener ou oui, effectivement, pencher du côté de l'espoir, alors que souvent, il y a effectivement cette forme de peut-être pas de conscience aussi de la dureté des choses, voire de désespoir. Et là, on a parlé de mélancolie. Et dans une de leurs discussions, ils mentionnent peut-être cette perspective. Enfin, je crois que j'ai entendu fin du monde. Il n'y a plus qu'à prier ou se noyer, soit dans la drogue, soit dans le vin, soit dans... Et ça, je l'ai vu dans d'autres lieux, en fait. Ça peut être à la fois des vies riches de plein de moments de joie, de bonheur, d'amitié, d'amour, de partage. Mais il ne faut pas non plus s'imaginer que tout va bien et que tout serait rose et merveilleux. Et il y a aussi parfois une grande tristesse aussi de voir tout ce qui ne va pas, de désespoir de ne pas pouvoir agir plus. Donc il y a aussi tout ça qui peut réapparaître et parfois une vision sombre aussi de ce qui attend peut-être l'humanité. Donc tout ça cohabite effectivement clair-obscur. Grosse pression pour la dernière question qui a intérêt à... Ah mince, oui, en plus, merci pour cette immersion. Et c'est vrai qu'en fait, je voulais prendre la parole après toi. Et j'étais un peu sur cette idée-là que moi j'ai beaucoup ressenti, c'est tu parlais de désespoir, de tristesse. Moi, c'est quelque chose qui m'a envahi tout le film quand même. Qui m'a envahi tout le film. Et j'ai même senti une sorte, non pas en tout cas d'abandon ou de retrait, de mise en retrait de la société ou de recherche d'échappatoire. Et c'est vrai qu'on voit le travail, on voit ce lien-là autant, on les voit travailler, mais moi je le vois surtout travailler pour un liquide qu'il absorbe en quantité. Et en tout cas, tu prends soin à le montrer de lui, en tout cas souvent en train de boire, souvent dans des états silencieux ou d'ébriété. Et aussi, je suis en une profonde solitude qui me met mal à l'aise tout le début de film. Et même, je trouve, quand il y a ses camarades, ses amis, cette solitude, elle reste. Ils sont ensemble, ils sont en collectif, ça devrait être joyeux. Et pourtant, il y a encore cet échappatoire dans la transe, dans l'ébriété. Ça m'a pris tout le film. Alors, je trouve que c'est d'ailleurs vraiment la force du film. Hein. Moi, je trouve ça très puissant parce que, comme tu le disais, il y a souvent un fantasme de ces utopies, de ces marginalités. Et là, pas du tout. On n'en sort pas du tout. On est pris, il n'y a pas que ça, moi j'insiste beaucoup là-dessus parce que justement je trouve que c'est vraiment la force du film. Bien sûr qu'il y a autre chose, mais moi voilà, ça m'a vraiment envahi et je voulais savoir, j'imagine que c'était une intention de ta part, tu l'as un peu dit tout à l'heure. En tout cas, ouais, il y avait une intention, mais c'est... Bon, pour moi il y a quand même les deux, mais il n'y a pas juste la noirceur, quoi. C'est ce que j'ai essayé de dire, il y a quand même la lumière aussi. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé. Et après aussi, ce qui est marrant, c'est que c'est lié aussi... Peut-être, voilà, j'ai choisi de filmer pendant 1 an et c'est aussi peut-être lié à une année précise, quoi. Quand on vit le monde aussi avec le vivant, quoi, et avec les récoltes et tout ça, et ça influe vachement, ça peut aussi vachement influer. Et cette année-là, elle était comme ça, quoi. Voilà. Mais ceci dit, encore une fois, c'est quelqu'un, en tout cas lui, il a un désir, il a un rapport à l'apocalypse qui est important. Et je pense que c'est un truc qu'on a un peu tous, notre génération, nous aujourd'hui humains, quoi, parce que comme on voit pas trop comment sortir des choses, quoi, on arrive plus à imaginer la fin du monde plutôt que la fin du capitalisme quelque part, que du système dans lequel on est, c'est ça qui est fou. Et mais en tout cas, ce désir d'effondrement quelque part, et c'est peut-être aussi pour souhaiter une renaissance, quoi, parce que et pourtant on sait, comme tu disais, par rapport à la lutte, vers ce qui va se passer sur le territoire que tu as filmé, il y a quelque chose qui risque d'aller, de monter, quoi, et d'être difficile, quoi, à affronter, quoi, un peu partout. Et bon, voilà. Et on va prendre une toute dernière question. Oui. Plutôt une impression. Je me demande si j'ai pas envie de renverser un petit peu complètement le propos. On parle documentaire, on parle sociologie, etc. Moi, je trouve que c'est une fiction. Et là-dedans, on est plus proche de Virgile que de la sociologie. C'est une élégie. Et c'est d'ailleurs, d'abord avant tout, un film d'auteur. C'est ton film. Et ces gens-là sont des acteurs, ni plus ni moins.
Et ils le font très bien. Ils ne cherchent pas à démontrer quoi que ce soit. On raconte une situation qui est celle de poétique. Poétique, avant tout. Ça me fait très plaisir que vous dites ça, vous le dites beaucoup mieux que moi. Et en tout cas, c'est pas mal ce que j'ai cherché à faire. À la différence que souvent dans le mode de fabrication de fiction, on pense grosses équipes, cinéma avec des moyens et tout ça, et des acteurs, des actrices. Ils sont peut-être acteurs, actrices aussi là, mais en vrai, il n'y a aucune mise en scène et c'est fait de manière artisanale, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que moi, je recherche ça. Et après, il y a quand même, je pense, une vérité du réel qui est là aussi. Mais comme une fiction, on peut l'apporter aussi. Mais ça me fait très plaisir que vous dites ça. Ouais. Vous résumez assez bien l'intention du film. Maître Sigaud, on va prendre juste une micro-dernière question. C'était juste une réaction. Merci, monsieur. Je pense aussi qu'il y a quelque chose comme ça. Mais je n'ai pas pensé triste, moi. J'ai pensé sérieux. Parce que je crois qu'il y a quelque chose de sérieux dans ces choix-là. Et forcément, il y a une tension. Il y a une tension, il y a une attention. Et il y a aussi plein d'enjeux autour de l'ennui, de l'aventure que ça présuppose, de tout ce que ça emmène, de l'acceptation de soi, de ce qu'on... Bon, voilà. Donc c'est plus sérieux que triste, en fait. C'est une bonne conclusion ou tu veux ajouter quelque chose, Jean-Baptiste? Bon, écoutons-nous sur le sérieux. Alors bravo à tous les trois, merci beaucoup.